importants sur lesquels ils ont peu pu donc se libérer. Nous allons intervenir donc sur le sujet suivant avant la coupure du déjeuner, qui est la relation client, la pièce maîtresse de votre transformation numérique. Voilà, donc. Ah, c'est pas téléchargé, bon d'accord. On va essayer de projeter quelque chose quand même. Donc voilà, j'ai fait mon petit... Ok. Donc nous ne sommes pas Chloé et Anna. Ah, c'est ça la zapette? D'accord. L'autre, oui, il était un peu énervé, là, je vais le débrancher parce que... je sais pas. Ça va quoi ça? C'était je sais pas, un réveil, mais qui a l'air de complètement... J'ai eu plusieurs appels, j'ai pas voulu les prendre. Je vais avoir une tonne de messages à écouter. C'est bon? Bonjour à tous. Ah, pas de chance. J'ai changé sur mon support, mais pas sur celui-là. Oui, c'est pas grave. Ok. Bien. Si vous le voulez bien, on va commencer. Donc effectivement, nous ne sommes pas Chloé et Anna qui devaient intervenir. Pour la petite histoire, on avait choisi de venir. Nous représentons INSO, donc la partie technologique du groupe Sitel. Donc Sitel je dirais, est un BPO donc qui opère dans 50 pays. Et qui a à peu près 500 clients. Et le défi, c'est que INSO, au premier titre, a comme premier client Sitel. Donc Sitel, évidemment, c'est un ensemble de marques qu'elle gère et pour lesquelles elle opère avec des ressources humaines. Donc ces ressources humaines, aujourd'hui, ne travaillent pas à 100% que sur du INSO, elles travaillent sur d'autres technologies aussi, parce que c'est le client, donc la marque, qui donne le là sur la technologie qu'ils veulent embarquer, mais souvent, quand ils font donc un appel d'offres pour appointer un client, pour appointer, je dirais, un BPO, la question est de comment vous allez être efficace pour traiter toutes les interactions, toutes les tâches qui vont être, disons, nécessaires de prendre en charge. Et évidemment, la question de la technologie qui va être utilisée va être un vrai, un vrai atout, un véritable atout, parce que évidemment, on va essayer de faire en sorte que le travail soit le plus confortable possible pour l'opérateur, tout en privilégiant évidemment la vitesse de traitement et la précision de ces traitements. Donc à ce titre, on est à la fois partenaire parce que nous sommes filiales du groupe Sitel. Je vais enlever ça parce que ça m'agace un peu. Et à la fois partenaire et à la fois, donc bien sûr, on a c'est une relation aussi qui est très diplomatique, hein, parce que un contrat INSO est un dixième du contrat que peut représenter le contrat avec le BPO. Donc évidemment, il y a tout un tas de susceptibilités à gérer. Et pour nous, c'est un challenge qui est doublement élevé. Donc à la fois partenaire, à la fois nous sommes donc fournisseurs, et pour nous Sitel est un client, comme finalement on intervient aussi dans le cadre d'autres BPO, puisque certaines marques ont plusieurs opérateurs, mais qui vont opérer sur INSO également, parce que toutes les métriques qui sont que notre plateforme permet d'obtenir devient un indicateur donc transversal de toutes les activités. Donc un peu comme dans la musique, pour laquelle je ne suis pas du tout musicien, mais quand on met un métronome en marche, l'idée c'est que tout le monde fonctionne avec la même cadence. Là c'est à peu près le même principe.
Donc, une matière première donc, qui est l'humain, ça c'est une chose. Deux, effectivement, il faut les embarquer dans des process qui peuvent être plus ou moins complexes. Et donc cette partie-là, elle est très variable en fonction des activités, des clients, de leur univers économique. Cette dimension-là est vraiment à prendre en compte. Et finalement, on s'aperçoit que ce métier du call center, d'ailleurs qui s'appelle call center, mais ce sont des centres de traitement, ils ne font pas que du call, ont été extrêmement transformés par les outils par lesquels, petit à petit, avec lesquels ils ont finalement évolué. Et le choix stratégique de Sitel a été le moment de dire on va créer un logiciel, puisque en fait Inso est une spin-off du groupe Sitel. Donc voilà, on a pris notre envol en 2017, exactement. Donc, petit voilà, tu peux y aller. Voilà. Donc en matière de transformation, donc plutôt numérique, donc c'était une excellente remarque de monsieur de Forestiat hier, qui est finalement, en fait, on est plus sur cet aspect numérique que digital en tant que tel, parce que la fibre digitale, d'une manière générale, va toucher tous les compartiments de l'entreprise. C'est à la fois, bien sûr, devenu indispensable aux activités, ça s'est inséré dans les actes métiers, ça s'est inséré dans la gestion, dans les process industrielle. Donc on voit bien que cette évolution est une tendance plus que culturelle, c'est bien sûr une activité économique qui en dépend. Donc cette réflexion sur la transversalité, donc c'est aussi des outils technologiques et surtout finalement des gens qui vont l'utiliser, puisque cette technologie, je dirais en tant que telle, elle est inerte. Et il est évident que c'est entre les mains des personnes qui vont l'apprivoiser, qui vont l'adopter, qu'on va pouvoir en faire en fait un levier de création de valeur d'une manière générale. Donc l'expérience client, l'expérience des utilisateurs, finalement, de notre point de vue, elle est aussi importante d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que l'utilisateur, c'est celui qui est derrière la console et qui va traiter, quelles que soient les interactions, l'ensemble des demandes des clients pour les marques pour lesquelles on opère. Et de l'autre côté, ce sont les utilisateurs qui, eux, ne veulent pas se poser la question de « Ah, ben pour joindre cette entreprise, il faut que je passe par c'est le mail, le canal, ou c'est le formulaire, ou bien les réseaux sociaux. » Enfin, c'est pas lui de se poser la question de qu'est-ce qu'on a mis à sa disposition. Par contre, il faut que la porte qui lui convient, il puisse l'ouvrir, et que, évidemment, la marque soit à la hauteur de la prestation de service qu'elle peut apporter, ou de l'information qu'elle veut pouvoir lui mettre à disposition. Donc finalement, la clé de la productivité, est-ce qu'elle est, on pourrait se poser la question, hein, est-ce qu'elle réside uniquement sur des outils, quelle que soit leur performance, leur complexité ou leur agilité, ou bien est-ce qu'il manque quelque chose qui pourrait permettre d'aller un petit peu plus loin et de se dire, bah voilà, le métier de l'entreprise, il peut être donc dans le commerce traditionnel, il peut être de l'ordre du e-commerce, etc. Peu importe les facettes par lesquelles l'entreprise exerce son activité, ce qui est important, c'est que son service client puisse intervenir dans n'importe quelle circonstance et pouvoir traduire les promesses du marketing comme étant réalité et non pas finalement une chimère. Merci. D'accord, ok. En effet, Marc, et on en parle depuis 2 jours maintenant, l'humain, c'est quand même le centre de tout, et notamment d'une stratégie de transformation. Le métier de Sitel Group est basé sur l'acculturation à l'environnement des 500 marques qui font confiance à Sitel. Sitel est porteur du message des marques aux clients finaux et doit opérer avec un certain nombre de contraintes. L'environnement technique dans lequel ils doivent évoluer, les process
les contraintes réglementaires et légales, et tout en amenant en fait la valeur ajoutée de Sitel, qui est l'amélioration et l'efficacité de l'expérience client. Sitel a une capacité à accompagner la transformation, la digitalisation et l'innovation sur les process, les offres et le contenu, notamment en exploitant évidemment la donnée, la data, que ce soit les données clients, les données des transactions ou les données de la navigation des clients, mais aussi en termes d'accompagnement, en développement de la compétence et dans la construction des parcours et des process, tout en sécurisant en fait le dispositif, à la fois les personnes, les humains, les conseillers, la solution et la compliance pour que tout ça fonctionne aujourd'hui et demain. Alors, juste pour faire un zoom sur qui est Sitel, même si Marc en a un petit peu parlé tout à l'heure, le groupe Sitel, c'est une plateforme de BPO mondiale qui est présente sur 29 pays traitant plus de 50 langues. INSO, comme l'a souligné Marc, est l'expert software de Sitel Group. Nous sommes une spin-off, mais en fait, nous sommes un peu le bras armé en termes d'outils de Sitel. C'est un groupe donc connecté au marché qui traite plus de 4,5 millions d'interactions par jour, par téléphone, messaging ou email. On fournit une information sur le Covid pour le compte de plusieurs gouvernements. C'est le cas en l'occurrence au UK, en Allemagne, en France. On répond aux demandes des abonnés d'opérateurs télécoms ou électriques. C'est le cas chez EDF et chez Orange. Et chez notamment Sogetrel, qui sont des prestataires d'Orange. Nous prenons en charge les commandes des grands groupes industriels, traitons les chats sur les grands sites d'e-commerce, modérons les communautés sur les réseaux sociaux pour des marques de grande consommation. Et enfin, nous sommes un groupe qui travaille tous les jours sur des enjeux de transformation pour améliorer l'expérience rendue aux clients. Nous sommes au centre des transformations sur l'évolution, des modes d'interaction, la mondialisation, la digitalisation, l'automatisation, la gestion évidemment de la data et l'émergence de l'intelligence artificielle. Non, ça marche. Bien, donc effectivement, après un des enjeux qui est le plus important, c'est une fois que ces clients ont choisi de travailler avec un partenaire comme le groupe Sitel, le rôle que va avoir INSO dans cette affaire, on pourrait dire, c'est de pouvoir permettre d'atteindre le niveau de qualité qui est attendu, puisque évidemment dans les indicateurs de performance, la qualité est quelque chose de très important, puisque les clients satisfaits évidemment vont plébisciter la marque, on connaît bien tout le schéma. Et c'est un des premiers indicateurs qui va être regardé, parfois au détriment de finalement un acte devait être traité en X minutes et ça dépassait un petit peu, ça coûtait un petit peu plus cher, mais les clients sont contents, donc c'est le plus important. Donc souvent apporter le pendant de ces interactions, c'est aussi de pouvoir mesurer si l'impact de chacune des interactions, chacune des demandes a, disons, un rôle dans préserver la marque, préserver son identité et bien sûr la qualité de service qu'elle propose. Donc du coup, les marques investissent dans des outils parce que derrière, ça leur permet de tracer, de pouvoir avoir des indicateurs de mesure qui vont proposer comme étant les outils de pilotage de l'activité. Tout ça sont des dictates, je dirais, qui pilotent un peu leur envie de mener ces activités avec le BPO, mais pas seulement, parce que derrière, il faut partager ça avec les équipes. Donc il y a des programmes de formation en profondeur et évidemment liés aux outils pour l'adoption des process qui vont être mis en place sur la plateforme.
Donc cet aspect digital ou numérique dans la plateforme, c'est un des investissements de l'entreprise pour y paramétrer tous les gestes métiers. Donc il faut onboarder tout le monde sur ce sujet-là et faire en sorte que, quel que soit aussi le canal d'accès par le client, c'est son mobile, est-ce que c'est le téléphone, est-ce que c'est le courrier, le mail, peu importe. Mais en tout cas, il faut être aussi réactif. Derrière, évidemment, l'enjeu, c'est tout ce qui est... nous, on est considéré sur le marché comme étant un outil de CRM. Alors, si on regarde à la loupe ce qu'est un CRM, c'est plutôt gérer ce qui est acter les transactions, les statuts, et de savoir comment finalement mes segments de clients se comportent par rapport à mes services ou mes produits. Nous, on va être un petit peu en retrait par rapport à ça. Oui, on gère une fiche client, mais on gère surtout les interactions. Autrement dit, on est le complément quasiment naturel d'un CRM, puisque au travers des transactions, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver au statut de cette transaction? Est-ce que ça s'est fait après des échanges courtois, faciles? Est-ce que ça s'est fait dans la douleur? Est-ce que ça s'est fait très sobrement? Toute cette nuance-là, je vais la trouver là. Et dans certains métiers, comme le domaine de la banque ou de l'assurance, ou le domaine contractuel avec d'autres entreprises, le fait de pouvoir remonter dans les échanges, de pouvoir les tracer, de pouvoir les historiser, c'est capital, parce que cette donnée va permettre de pouvoir, parfois, a posteriori, retrouver les nœuds, je dirais, ou défaire les nœuds d'une situation complexe quand il y a des contestations ou des réclamations des clients. Donc cet aspect-là est vraiment indispensable. Le dernier point, donc, la qualité donc, de la donnée et précisément la façon dont elle va être saisie, la façon dont elle va circuler, parfois d'un niveau N1, N2 vers N3, c'est aussi de pouvoir tracer ce qui a été dit, de pouvoir remonter ou de revenir pour un client qui revient pour poser la question, c'en est où, parce qu'il s'impatiente, c'est de savoir exactement où on est. Donc la gestion de bout en bout est importante, et elle est importante que si on a la donnée qui se cumule avec itération d'étape en étape. Et puis l'automatisation, c'est aussi un facteur de réduction d'énergie pour l'organisation, c'est-à-dire à la fois la supervision et l'utilisateur, donc l'agent. Pourquoi? Parce que quand dans certaines activités plus traditionnelles, le conseiller devait choisir l'acte à traiter, parfois il le faisait sciemment parce qu'il disait celui-là il est moins problématique qu'un autre, donc ça pénalisait beaucoup l'activité. Donc dans certaines activités, par exemple la gestion de patrimoine, il est préférable de fonctionner par ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire aller sélectionner des actes pour pouvoir les structurer et pouvoir les résoudre. Mais dans des dispositifs, par exemple d'acquisition, on va plutôt utiliser la distribution automatique en fonction des compétences des utilisateurs. Donc ce facteur de pouvoir se dire, la plateforme peut permettre à l'agent de choisir ou à un superviseur de pousser des informations, mais au fur et à mesure du traitement, par rapport à une distribution qui va être automatisée parce que la vente ne peut pas attendre et que ce sont des actes courts et répétitifs sur lesquels on ne demande pas à l'agent de trop réfléchir sur cet aspect-là, mais plutôt d'être convaincant dans le traitement de l'acte. Eh bien, cette automatisation va être importante. Également aussi dans la possibilité de traiter chacun des actes qui peut lui être servi automatiquement plutôt que lui aille les chercher dans un autre outil parce qu'on a été capable de lui précharger les tâches de la journée ou heure par heure, tout dépend de la manière dont la plateforme Inso va être alimentée. Tout ça, en fait, ce sont des questions d'arbitrage, de coûts, et de où on a positionné la valeur du travail du conseiller. Oui, dans tout ce dispositif, on a parlé data, on a parlé digital, on a parlé automatisation. Évidemment, ici on a tous les facteurs pour améliorer les choses, pour faire en sorte que la roue soit gérée complète. Finalement, voilà, est-ce qu'il faut investir ailleurs? Et là, je passe la parole à Patricia. La réponse est non, ce n'est pas suffisant que d'investir uniquement dans la technologie, même si évidemment elle est un support important.
ce type d'investissement a un impact évidemment sur le business. En revanche, il n'augmente pas nécessairement la qualité du service client. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une expérience client efficace? C'est avant tout évidemment l'expérience humaine. Et le fait d'avoir un humain derrière tout cela, derrière un appel, derrière un mail, derrière un chat, qui va être en mesure de fonctionner avec son intelligence, son empathie, et de pouvoir apporter effectivement une réponse et une écoute importante. Donc l'expérience humaine est cruciale et elle est la garante de la qualité des interactions. Donc, quand on parlait de cette qualité humaine, elle a eu une vertu vraiment essentielle dans la construction de la plateforme INSO. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. On s'appelle INSO et on l'appelle la plateforme INSO. On réfléchit un petit peu à cette dualité, mais juste, on peut dire aussi ce que ça veut dire INSO sur. Bah vas-y. Donc, Intelligence Software. En l'occurrence, c'est la genèse d'INSO, donc c'est toujours intéressant de le souligner. Ouais, on peut dire innovative software aussi. Voilà, bon, il y a plein de solutions. En fait, la particularité, c'est qu'on est né dans les opérations et pour les opérations. Donc ça veut dire que la plateforme a été construite, non pas en se disant, bah voilà, on a pensé d'une manière un peu autocratique, la façon de pouvoir développer une plateforme, voilà, sur la base d'une observation du marché, des CRM existants, etc. Mais ça a été plutôt un outil qui a été construit avec itération sur la base des besoins qui ont été exprimés par les marques sur leurs besoins en termes de traitement et ce qu'on appelle chez nous les professionnels services, qui sont des business analysts, sont allés aux côtés des opérations, c'est-à-dire les superviseurs, les managers, les directeurs de site Sitel, pour observer, pour écouter, pour voir ce dont ils avaient besoin pour pouvoir améliorer la qualité de service, améliorer la qualité des informations. Et aujourd'hui, telle qu'a été conçue la plateforme, c'est une plateforme dans laquelle le paramétrage, la configuration est quelque chose qui est opéré par nous et non pas par des prestataires extérieurs. Donc c'est la grosse différence avec pas mal d'outils sur le marché. Et les configurations permettent des facettes multiples et infinies de traitement. Et aujourd'hui, la clé de voûte de ces interactions, c'est justement de les traiter non pas... parce qu'en fait, à la racine, il y a derrière du ticketing. Donc le ticketing permettant de mesurer, voilà, la demande a été actée, elle est entrée à telle heure, elle a été traitée par qui, etc. Et par combien de phases elle est passée et de pouvoir piloter tout ça. Mais in fine, c'est d'avoir converti cette plateforme en une plateforme conversationnelle dans laquelle, quel que soit le canal, on est capable de reprendre la conversation parce qu'on a l'historisation des échanges. Et donc, évidemment, par rapport à une demande, donnée, donc même si elle est itérée sur plusieurs canaux, mais l'idée c'est vraiment de se dire que cette tâche, donc elle est unique. Si elle n'est pas unique, ce qui peut arriver, c'est qu'on a une notion de rattachement de tâches qui est très très simple pour l'utilisateur, parce qu'il a bien compris, on a appelé ça le ticket père et le ticket fils, donc globalement on n'est pas sorti, je dirais, des modèles familiaux ou des modèles de la relation humaine, et finalement c'est quelque chose qui permet d'entièrement pouvoir finalement réinventer la façon dont on traite le suivi et l'enregistrement des tâches, parce qu'on est rentré dans ce qui est l'ère aujourd'hui du conversationnel et de faire en sorte que on ait plutôt le suivi de la conversation dans toute l'interface. Alors là, je vais parler pour tous les actes qui sont numériques, parce que pour le téléphone, c'est un peu différent, il y a des enregistrements et c'est fait sur d'autres outils. Par contre, pour la partie digitale, il est évident, pour la partie donc numérique, il est évident que cette lecture très rapide de ce qui s'est dit avant, que ce soit dans le chat, que ce soit dans le SMS, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit public ou privé, l'agent a toujours la visualisation de l'ensemble des discussions qui ont pu être menées. Et là, pour le coup, son efficacité est vraiment accrue parce qu'il y a une compréhension, une immersion, une contextualisation de chaque échange dans l'interaction. Donc, on est l'instrument pour fournir une excellente relation client
et un instrument qui est à la fois agile et souple. C'est qui? Ok. Donc en termes d'interaction pour ce que l'on peut apporter dans la collaboration dans cet acte de numérisation avec Sitel, c'est d'abord des situations de la plus simple à la plus complexe, c'est comment on va pouvoir entre guillemets, avec un mot qui est un peu réinventé, c'est l'opérationnalisation des projets. C'est faire en sorte que un projet doit être un peu comme une pâte à modeler et on doit pouvoir lui donner la forme qu'on veut en fonction des attentes, des objectifs du client et du meilleur chemin qui va être, je dirais, qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir suivre pour réaliser l'objectif. Ensuite, pour améliorer l'efficacité, on réalise de nombreux ateliers. Autrement dit, il n'y a pas une méthode particulière sur laquelle on dit bah, ok, la règle numéro 1, règle numéro 2, vous faites ça. Non, on va aller vraiment sourcer et on va confronter les équipes qui sont les équipes métiers, qu'est-ce qu'elles veulent, et les équipes qui vont réaliser pour pouvoir mettre en place le projet et paramétrer la solution pour que ça convienne vraiment à l'exploitation. Et finalement, même d'un site à un autre, on peut avoir, parce que les humains sont différents, parce que aussi la génération des sites peut être différente, même si on est agnostique, on est comment dire, une plateforme cloud, donc finalement l'interface elle ne dépend pas du poste de travail sur lequel je suis, mais par contre la façon dont je vais pouvoir travailler, j'ai peut-être des compétences qui sont différentes de celles d'un autre site, et pour le coup on va pouvoir configurer la plateforme de cette manière-là. Et puis derrière, il y a un ensemble de choses. Il y a une partie des savoirs qui sont chez Inso, mais il y a aussi tout ce qui est analyse en temps direct de l'activité qui est déporté sur les sites. Donc il faut pouvoir donner des outils avec des dashboards qui sont en temps réel. Et le pilotage va se faire vraiment presque à la minute. C'est-à-dire qu'il y a des organisations avec des vigies qui ont les outils pour pouvoir réagir et affecter les bonnes ressources, voir s'il y a des compétences qui sont en surchauffe, c'est pouvoir dire bah, comment d'autres personnes qui ont les mêmes compétences, on va les mettre sur cette compétence. Et donc ces synergies sont extrêmement importantes lorsque l'on met en place un projet. Et donc également les nouveaux moyens de communication, bon, les clients nous disent, et donc là on va mener des ateliers de co-création. Dans certains cas, on n'a pas les canaux qu'ils nous demandent. Donc évidemment, il faut peser le pour, le contre, la maturité du marché. Est-ce que d'autres clients nous posent ces questions-là? Mais quand on nous dit, ben voilà, il faut intégrer Instagram ou WeChat ou n'importe quel canal, c'est comment on peut le faire d'abord, parce que quel est aussi le poids de ce marché-là, parce que c'est pas neutre, hein, dans une roadmap, on va devoir faire des choix. On n'a pas non plus une armée, je dirais, de développeurs, il y en a beaucoup, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de projets à mettre en place. Donc sur la partie intégration, c'est quelque chose qui est très importante. Donc mettre en place Instagram, c'est qu'est-ce que vous allez faire sur Instagram, c'est pourquoi vous voulez vous en servir au niveau du service client, parce que évidemment Instagram c'est aussi du community management, mais c'est un métier complètement différent. Donc c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec, parce que nous sommes issus d'un centre de relations clients et non pas du marketing, et c'est une grosse différence par rapport aussi à d'autres outils sur le marché. Donc voilà, la clé de voûte, c'est de pouvoir se dire qu'un client qui le souhaite, on peut, donc un client, évidemment mandaté qui a mandaté donc un centre de contact comme Sitel, le but c'est de savoir si il veut vraiment aller jusqu'au bout de la gestion, enfin, c'est-à-dire faire du bout en bout. S'il veut faire du bout en bout, on a tous les moyens de le mettre en place. Et là, peut-être qu'il va falloir aussi aller un petit peu plus loin avec de l'intégration avec les systèmes. C'est ce que l'on fait avec Sogtrel, c'est ce que l'on fait avec Total, en l'occurrence, où là, on est interfacé avec de nombreux services qui sont, on doit réunir de la planification, on doit réunir de la gestion de commandes, on doit réunir derrière la nature de toutes les demandes qui seront après traitées pour affiner ce qui a été les ordres
d'installation, par exemple, de la fibre, en l'occurrence, quand je parle de Sogetrail. Donc, le bout en bout, c'est vraiment, c'est pas que le Graal, hein, c'est une finalité qui peut apporter aux entreprises une vision vraiment extrêmement pointue de quelle est la température dans mon service client, quelle est la température de ma réactivité vis-à-vis de la demande des marchés. Parce que, effectivement, si on fait des batchs qu'une fois ou 2 fois par jour, l'entreprise ne pilote pas vraiment au cordeau son activité dès lors qu'elle le déporte chez un outsourcer. Alors, on a choisi de vous présenter deux cas clients. Le premier, c'est Opel Vauxhall Finance. Marc vous expliquera le second, hein, qui est Sogetrail. Opel Vauxhall Finance, c'est la filiale bancaire d'Opel, du groupe Opel, qui intervient sur 7 pays, le UK, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la France, l'Espagne et l'Italie, et qui fait intervenir 3 BPO différents, dont Sitel. Il faut savoir que en fait, Opel est venu chercher Inso pour notamment simplifier l'expérience des conseillers et augmenter en fait leur efficacité, en apportant notamment une vue 360 degrés intégrée des clients, des contrats et des concessionnaires. Parce que la spécificité aussi de ce type d'entreprise, c'est d'avoir un réseau de concessionnaires avec lequel ils interagissent. En fait, juste pour la petite histoire, on a déployé la solution, donc l'ensemble des canaux que sont les appels, la CTI, donc le couplage avec la téléphonie, afin de pouvoir faire lever la fiche client pour que ce soit beaucoup plus simple pour les conseillers, l'email, le back-office, le chat, WhatsApp, SMS, la base de connaissances pour aider les conseillers et les enquêtes de satisfaction. Donc on a déployé, on a mis en œuvre en fait la solution Inso lors du premier confinement. Donc c'était absolument pas prévu que ça puisse se faire à distance. Mais la solution que propose Inso étant ludique et facile à prendre en main, la gestion du changement est quasi inexistante pour le coup. Donc, en tout cas, de ce que l'on a pu constater, le premier constat, c'est qu'on a fait baisser de 40% les appels entrants, ce qui est énorme, notamment grâce à la vue client 360 degrés, le routage automatique des interactions, le traitement bout en bout des demandes dont parlait tout à l'heure Marc. On a fait baisser aussi la DMT, la fameuse durée moyenne de traitement, de moins 25%, ce qui est loin d'être anodin. Et on a fait plus 20% de chat, d'interaction chat en plus. Donc pour le coup, en tout cas le pari a été gagné à double titre, déployer une solution à distance alors que ce n'était absolument pas prévu, et puis faire baisser drastiquement en fait ces appels et augmenter, augmenter la satisfaction des clients d'OVF. Belle expérience. Alors je vous parlais d'un autre cas, donc c'est celui de Sogetrail. Donc là on est plutôt en B2B. Donc le relais, en l'occurrence d'opérateurs téléphoniques. Donc Sogetrail intervient pour poser la fibre, des antennes mobiles, donc là je disais la fibre ou Internet d'une manière générale, pour le compte de particuliers et d'entreprises. Et donc aujourd'hui, les mandataires que sont donc les opérateurs téléphoniques vont donc valider à la suite de contrats, donc par des ordres ça va se traduire donc chez Sogetrail par des ordres de travail qui pour l'installation, qui vont devoir être gérés de manière opérationnelle, c'est-à-dire avec des techniciens qui vont se déplacer sur le terrain, qu'il faut planifier.
et avec toute une complexité logistique qui est absolument complexe et même parfois même effarante quand on prend le sujet et que l'on se dit comment INSO va pouvoir gérer cet aspect avec une dépendance forte dans ce qui est le temps réel, et notamment pendant la période sanitaire, donc avec le Covid. La problématique s'est accrue puisque on pouvait rencontrer des gens qui avaient avant la crise sanitaire signé des contrats en disant ben oui, je veux l'installation de la fibre par exemple, et la pandémie a fait que ben tout à coup la planification est devenue un vrai casse-tête. Et pourtant donc l'obligation d'honorer les contrats et de voir comment on pouvait continuer, enfin le client, donc Sogetel pouvait continuer son activité avec moins de ressources parce que sur le terrain les techniciens voulaient pas toujours se déplacer, voire certains étaient atteints aussi du Covid, donc c'était vraiment tout un tas de mesures pour pouvoir sécuriser l'intervention sur le terrain. Et 2000 techniciens sur le terrain, ça fait quand même beaucoup de monde à gérer quand on sait que dans cette période-là, il n'y avait que 30% de l'effectif des techniciens qui étaient en mesure de délivrer. Et à ça, se rajouter une expérience, je dirais aussi inédite, c'est que vous pouviez avoir le client qui avait commandé, donc particulier en l'occurrence, dans l'entreprise c'était un peu moins problématique pour les rendez-vous, mais ça pouvait quand même exister, c'est s'assurer que le particulier voulait bien recevoir les équipes de techniciens le jour J du rendez-vous. Dans certains cas, celui qui était le client final disait moi j'ai le Covid donc je peux recevoir personne, ou bien j'ai peur d'attraper le Covid et je veux recevoir personne. Donc ça voulait dire reprogrammer, etc., ou voir dans quelles conditions ça pouvait se faire. Donc ça voulait dire que de toute façon ça décalait le rendez-vous, et du coup la planification était entièrement dépendante de ce genre de fonctionnement. Donc il fallait pouvoir anticiper, et donc ça c'était une des grosses difficultés à surmonter, qu'il l'a été, puisqu'on a mis en place des dispositifs avec Sogetel qui ont, après réflexion, après des ateliers, vu comment les workflows devaient être traités. Et donc on a mis en place des processus d'automatisation et un portail de self-care qui a permis de pouvoir adresser tous les gens qui avaient passé commande et avec qui il y avait des rendez-vous qui avaient été planifiés pour sécuriser le rendez-vous. Et là, on a eu une accélération de phénomène parce que jusqu'à présent, c'était le centre de contact qui décrochait le téléphone, évidemment qui tombait rarement sur les gens pour pouvoir confirmer ou pas le rendez-vous. Et donc il a fallu trouver des astuces. Donc ce portail en était une. Pour l'alimenter et créer le trafic sur ce portail, donc on a chargé des messages dans la plateforme qui ont été envoyés par SMS, et là en fait on a pu tout de suite réalimenter la planification en information pour qu'ils puissent réajuster ou confirmer les rendez-vous, et en fait ce phénomène a été extraordinaire parce que le taux de réponse qui jusqu'à présent fonctionnait sur la base du téléphone ou du mail a été multiplié par 50. Donc quelque chose d'inédit, et ces 50, ce facteur 50, c'était dans l'heure qui suivait l'envoi du message. Autrement dit, quand on était obligé de passer 3, 4, 5 coups de téléphone, il y avait une énergie monstrueuse, beaucoup de sueur et d'argent dépensé, et dans l'obligation aussi d'être compétitif vis-à-vis des opérateurs téléphoniques, pouvoir proposer ce type de prestation qui paraissait monumental. Avec cette automatisation, a permis de revenir dans quelque chose qui a été industrialisé, qui a été soulagé les acteurs, c'est-à-dire les acteurs, ce sont les utilisateurs, in fine les installateurs, etc., qui eux, après cette validation par le portail Self-Care, ou bien in fine sur une valeur ajoutée de ce qui était le parcours sur le portail, a été géré pas complètement rempli parce qu'il y a des informations, le client l'a pas bien comprise. Moralité, il a pu accélérer le phénomène de sécurisation des rendez-vous, et c'était vraiment le souhait en mettant un dispositif basé sur le SMS et le lien vers un portail
self-care. Donc cette partie-là, donc un bon complément de dispositif avec des acteurs qui finalisent un projet si jamais les informations sont pas complètes, mais le gros travail du recueil d'informations logistiques pour le technicien et la validation du rendez-vous était faite par SMS et en 1 heure, donc je vous dis, plus de 5, multiplié par 5 le taux de réponse de réponse et puis de remontée d'informations de la part du service mis en place. La deuxième chose, c'est effectivement, je parlais d'économie, oui, comme le dispositif aurait pu être lourd et pérennement lourd si on avait maintenu les dispositifs initiaux, qui étaient prévus par le client dans le cadre du contrat, etc., eh bien, on aurait aussi à la fois eu des surcoûts parce que les réitérations d'appels étaient nécessaires pour, in fine, arriver à joindre quelqu'un. Et donc les réductions de coûts ont été importantes donc à hauteur de 15%. Donc comment on s'est intégré? On s'est intégré donc avec de la planification, avec le centre de contact évidemment, avec les outils qu'ils utilisent, parce que la téléphonie fait partie de la logique. On se connecte à des outils de téléphonie, mais on ne gère pas le canal voix. Et puis les techniciens terrain aussi qui avaient besoin de faire des informations et de remonter aussi des informations pour qu'en temps réel, on puisse, si jamais il y avait un rendez-vous ou une logistique, par exemple, j'arrive et puis c'est pas du tout la configuration qu'on m'a expliqué parce que celle-ci était un peu exceptionnelle et donc elle n'était pas scopée dans les formulaires. Eh bien, il fallait pouvoir remonter cette information illico à la planification parce que le technicien pouvait avoir besoin de renfort et donc boucler la boucle. Pour traiter la tâche, c'est une chose, mais aussi boucler la boucle pour avoir des retours d'informations est aussi une autre chose. Donc, avoir cette capacité était fondamental. Voilà. Donc, du coup, on va peut-être changer de slide. Voilà, on arrive à la fin. On a un peu improvisé cette présentation, puisqu'on a pris le relais, comme vous le savez. Je suis Anna. Elle est Chloé, en réalité. Donc le truc le plus bizarre, c'est quand même toi. Hein, oui, c'est vrai, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ok, donc la transformation et la valorisation de l'expérience client, c'est quelque chose sur lequel on est fondamentalement ancré. Et donc donner à la fois les moyens digitaux ou omnicanaux à nos clients. C'est notre vocation, c'est de pouvoir épouser en fait toutes les contraintes métiers qu'ils peuvent avoir et faire en sorte que les services qu'ils veulent proposer soient traités de manière ISO dans tous les compartiments des canaux qu'ils peuvent utiliser. Et effectivement que ce soit mis entre les mains de services internes, de centres de contact, de forces commerciales, de magasins également. Notre outil est aussi une interface qui s'adapte à des besoins qu'il peut y avoir pour discuter entre le point de vente et la supply chain. Aujourd'hui, être présent dans tous les compartiments, c'est ce que nous faisons. Donc là, l'exemple de la supply chain, c'est avec Kingfisher sur Castorama et Brico Dépôt. Les techniciens, voilà, les vendeurs terrain, les back-office, etc. Donc, en fait, la plateforme peut avoir toutes ces facettes également en termes d'utilisation. Et donc, aller plus loin, c'est aussi exploiter la donnée et l'orienter vers une meilleure stratégie. Une stratégie, c'est pas un outil qui est figé, c'est quelque chose qui doit pouvoir vivre. Et quand on a commencé quelque chose et que la stratégie a de l'effet, la même stratégie ne peut pas rester immuable et donc doit pouvoir être fine-tunée dans le temps. Et donc choisir un partenaire, enfin comme vous le savez, hein, ça veut dire qu'il est en mesure de maîtriser le terrain, de comprendre parfaitement les enjeux clients et utilisateurs, de fournir un accompagnement complet dans la transformation numérique et enfin être en capacité d'utiliser correctement la data. Je pense que c'est la conclusion que nous pouvons tirer de cette prise de parole. Voilà. Bon, merci. Merci. Ensuite, ce sont les tables rondes, c'est ça, Marc? Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui... Bon, donc là, je reprends.